Merci beaucoup, public de ce midi. Contente, je le suis, de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Merci d'avoir renouvelé votre attention, votre fidélité vis-à-vis de la chaîne nationale ivoirienne et vis-à-vis de cette émission. Merci encore à vous, cher public, chers téléspectateurs. Eh bien, vous êtes à ce midi et c'est... Maintenant. Oui, c'est midi, c'est maintenant. Aujourd'hui encore... Nous allons aborder l'acte 2 de notre témoignage d'hier, témoignage très émouvant. Eh bien, vous avez été nombreux à réagir sur la toile. J'ai été esclave de mon ex-mari, tel était le thème du jour. Eh bien, nous reconduisons le même thème pour la suite de l'émission. Eh bien, sur ce plateau aujourd'hui avec moi, Méliane Cuny et Alissar Zena, que je vous demande d'applaudir. Méliane, oui, ça va, tout va bien? Super bien. La fête des mères, ça a été? Oui, la fête des mères, ça a été. Bonne fête à toi. Merci parce qu'en même temps, beaucoup. tu es la maman de toutes les chroniqueuses. Et puis, bonne fête à tous les mamans du monde entier. Et puis, bonne fête à ma mère, bien sûr. N'est-ce pas? Bonne fête à toutes les futures mamans qui nous regardent. Et surtout, beaucoup de courage à ceux qui n'ont plus leur mère, qui ont perdu leur maman. Il faut aussi penser à eux. Ouais. Et aujourd'hui, Méliane, on parlera de quoi avec vous? Aujourd'hui, vu qu'on a entamé un mois sain, on parlera aujourd'hui de responsabilité vestimentaire. Si. C'est fort, ça. Responsabilité vestimentaire. D'accord, on y va. Donc, pour la chronique d'Alissar, les affairages. Alors, mes chers affaires, nous allons revenir sur la fête des mères sur les réseaux sociaux. Comment nos stars ont fêté, ont célébré leur maman. Et nous allons aussi parler de bébé, encore de bébé. La suite, ça sera pour tout à l'heure. Merci beaucoup. On n'a pas le temps. Hein? Ouais. C'est bon. Ouais, merci, c'est bon. On n'a pas le temps. C'est bon. On n'a pas le temps au travail. Rien. Oh, c'est la craie. On travaille avec tout ça. Et là, je reviens. Vous avez les salutations du DG de la RTI, M. Amadou Bakayogo. Voilà, je viens du Discop. Voilà, tu m'as fait votre... Ça prend combien de temps votre émission? Si rapidement là. 2 minutes. Voilà. Donc on est là, on est en train de vendre nos productions. Et j'ai déjà vendu mon premier film. On a connu... C'est quoi le titre? On a connu Aya de Yopougon. Et officiellement, moi, j'avais produit Honneur de Jacquesville. Et voilà, et donc comme il y a beaucoup les Américains sont nombreux là-bas, donc j'ai traduit en anglais Onen of Jacktown. Et donc ce film a été vendu, je l'ai vendu. C'est ici. Ouais, on est en train de vendre, Et c'est quoi la trame de votre film? Ben, ça parle d'un jeune homme qui est venu de Jacquesville depuis l'âge de 7 ans et qui, à ce moment, il n'y avait pas de pont. C'était sur les bacs là. Donc, avec toute cette tracasserie baquière, il est arrivé à Abidjan. Il a passé des nuits blanches devant la RTI. Aujourd'hui, il est au sein de la RTI. Voilà, Onen of Jacktown. Et je suis en train de vendre le film. Et nous... Ouais, l'argent est là. Hein. C'est des millions, ça. Donc, alors, si Jean-Michel regarde cette émission, je suis sûre qu'il est en train de se marier là. Onen of Jacktown, ouais. C'est bien cela. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, le décor est planté. Je rappelle donc le thème du jour. J'ai été esclave de mon ex-mari. Le commentaire et l'analyse de Dr Philo, c'est tout de suite et maintenant. Ouais, je dirais... Comme on parle de production actuellement, donc on va parler un peu comme film, c'est je sais pas comment, esclave de mon ex-mari, acte 2, voilà, acte 2. Il dit qu'on a reçu Mme Fofana ici hier, elle va venir tout à l'heure, mais dit, fait un bref résumé quand même de ce qui s'est passé hier. Ça vous dit que, vous savez, dans la vie, c'est-à-dire, quand on parle les gens parce qu'on s'amuse. C'est vrai que vous riez, mais on dit, quand on dit le nom agit, c'est une dame qui était dans son village, à Mankono, là. Et il y a une activité culturelle qu'on appelle le coursi. Et le coursi, juste après le coursi, elle a préféré prendre le raccourci pour se retrouver à Paris. Donc ça vous dit que le nom a agi. Après le coursi, on cherche à prendre le raccourci. Et donc elle retrouve un monsieur, voilà, bon, son mari, bon, ça fait des bingos. Elle a eu son bingo. Couleur, monsieur, là, va montrer la femme là. Couleur, monsieur, là, va montrer la femme là. Elle va, comment on appelle ça, mais les petits trucs là, croissants. Des croissants, 3000 francs, le monsieur va se mettre à battre là. Il va commencer à frapper la porte. 3000 francs, on l'a vu ici hier. Franchement, c'était avec beaucoup d'émotion et d'émotion.
bon, excusez-moi, c'est pas moi de truc, mais c'est que ça continue comme ça, c'est pas un truc. Non, en même temps, il faut situer les responsabilités aussi des parents. Les Vous parents, êtes très vite remis quand même de votre émotion. Hein. Oui, il faut vite, c'est pas moi. Donc, souvent, on essaie de s'ériger à ces trucs-là, mais il faut vite aller en même temps. Et dit que souvent, c'est la responsabilité des parents qui, chaque fois, quand des gens quittent en Europe, ils viennent, on a ce luxe, on dit non, on va la baigner rapidement, la pierre. Puis bon, il y a aussi les conséquences à travers ces propos-là de l'analphabétisme. Voilà une femme qui ignorait ses droits. Bon, inutile de dire qu'elle ignorait ses droits. Elle n'est pas là à l'école. C'est quand tu ignores tes droits, c'est parce que tu es là à l'école. Mais tu n'es même pas là à l'école. Comment tu peux savoir qu'est-ce que sont tes droits et tout ça là? Et donc ça fait partie des conséquences de l'analphabétisme. Et la femme aujourd'hui, elle a tout, en tout cas, tout subi là-bas, tout sort de tracasseries conjugales et tout ça là. Mais il ne s'agit pas pour nous de nous habituer. C'est ce qui me plaît chez cette dame-là. Elle n'est pas venue s'asseoir là. C'est vrai qu'elle a pleuré pendant 30 secondes, mais elle s'est remise un peu de ses émotions. Mais ça peut être sur ce sort de femme battue, femme truc. Non, non, non. Mais elle a su quand même apporter cette prise de conscience-là par rapport aux femmes battues dans le foyer. C'est ça qui est le plus important dans ce thème-là. C'est-à-dire une histoire de conscientiser les uns et les autres. Ceux qui continuent de battre les femmes encore. Souvent, il y a des femmes aussi qui adorent ça. Moi, je connais des femmes, mais quand on les frappe pas, elles n'avaient mon type là, mais c'est pas ce qu'elles font dans la maison, ils ne me frappent même pas. Donc, oui, il y en a comme ça. Donc, ça veut dire que. Où est-ce qu'elles sont, ces femmes-là? Elles sont là. Elles sont là, je peux même citer des noms. Hein. Je peux même citer des noms. Oui. D'accord, allez-y. Je peux citer des noms. Citez donc. Exemple. Je sais pas, X ou Y. Et donc, vous dites X ou Y. Voilà. Donc, ce qui est le plus important dans cette histoire, c'est cette prise de conscience-là que nous allons retenir et que nous continuons de retenir dans les propos de la dame. Merci infiniment, Dr Philo. Nous allons procéder donc au micro-studio. On le sent, Anassi n'est pas là aujourd'hui. Que feriez-vous si votre conjoint vous exploitait dans votre foyer? La question a été posée hier lors d'un micro-trottoir. Eh bien, Philo, on va commencer ici. Est-ce que vous avez suivi l'émission d'hier? Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui a suivi l'émission d'hier? Ou bien vous vous prépariez pour effectuer le voyage? Vous êtes arrivé quand, les gens d'Otier, Mélécro? Quand est-ce que vous êtes arrivé ici à Abidjan? Nous sommes arrivés aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, hein? D'accord. Vous n'avez pas suivi l'émission d'hier? D'accord. Alors, quelqu'un va répondre si, par exemple, vous vous faites exploiter par votre conjoint. Ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Hein? Voilà. Si vous êtes une femme, c'est un homme, pour respecter la logique des choses. Et si vous êtes un homme, c'est une femme. Alors, vous, mademoiselle, je sens que vous avez envie de répondre. Oui. Si vous faites exploiter par votre homme, que feriez-vous? Bon, j'irai et je ne soyez pas stressé, hein. Levez-vous, s'il vous plaît. Ici, on n'est pas stressé. N'est-ce pas? Oui, allez-y. Bon, j'irai et je vais dénoncer ce monsieur-là. D'accord. Afin que tout soit au clair. Vous allez le dénoncer, d'accord. Merci beaucoup. Alors, vous, monsieur, si vous êtes exploité par votre conjointe, ça sera quoi votre réaction? Bon, d'abord, j'irai d'abord me plaindre auprès d'abord des autorités. Votre femme vous maltraite, vous allez voir l'autorité. Justement. Je vais me plaindre. Je vais me plaindre parce que... Non, mais il y a des femmes qui sont d'une extrême violence. Hein. Ça c'est clair. Il y a des femmes même qui vont jusqu'à battre leur homme. Justement, oui. Oui. Bon, moi, si c'était moi, moi j'allais me plaindre parce que là, je ne vais pas la battre aussi. Voilà, donc voilà, je vais me plaindre. Ah, c'est pas dans votre nature, hein, c'est pas dans votre culture de battre les femmes, donc c'est mieux de la dénoncer. Merci beaucoup. Et vous, mademoiselle? Ben, j'irai à la justice. Vous avez un homme qui est méchant, qui vous bat, qui récupère tout votre argent, tout ça? Bon, tout d'abord, j'irai auprès des parents pour me plaindre. D'accord. Et là, si ça ne marche pas, j'irai à la justice. À la justice, auprès des parents d'abord et ensuite à la justice. Merci beaucoup, merci pour vos différentes réactions. Vous avez envie ici de répondre? Il y a quelqu'un qui veut répondre? Bon, d'accord. On espère que ça sera une réponse différente de celle qu'on a déjà entendue. Qui va répondre? Qui? Voilà. Ah, vous êtes nombreux. L'appétit vient en mangeant. J'ai divorcé. Quoi? On n'a pas entendu. J'ai divorcé. Je demande le divorce. Ah, vous demandez le divorce? Vous divorcez, même si vous avez des enfants avec lui? J'ai divorcé. Il va élever les enfants. Seul? D'accord.
Merci beaucoup. Merci pour ces différentes réponses. Eh bien, nous louons le courage de cette bonne dame. Ce n'est pas évident, ressasser tous ces mauvais souvenirs au cours d'une émission. Elle a fait et elle continue de le faire. Elle est encore là aujourd'hui. Nous allons nous lever et l'applaudir très très fort. Elle, c'est Sandia Fofana. Sandia Fofana, je rappelle qu'elle est gouvernante dans un hôtel 3 étoiles à Paris. Elle vit en France, plus précisément à Paris, depuis maintenant 30 ans. Merci. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Et elle est mère de 4 enfants. Sandia Fofana, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci de vous rasseoir. Alors, il faut dire que vous avez été mariée pendant 6 ans à un homme extrêmement violent, c'est le cas de le dire. Il vous battait sans raison valable et comme si cela n'était pas suffisant, il récupérait tout votre salaire sans rien vous verser. C'était bien cela. Et à un certain moment, vous avez été bien obligé de partir. Et ce que j'ai envie de savoir, c'est quelle est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Bonjour. Bonjour et bienvenue. Tout d'abord, je tiens à remercier la RTI, tout particulièrement Caroline Da Silva et votre équipe. Oui, votre question, ce qui a fait déborder la vase, parce que je voulais tellement apprendre à lire et à écrire. Et comme je suis arrivée en France, je ne savais pas lire ni écrire. Ce n'était pas facile pour moi. Donc il fallait apprendre. Parce que vous n'êtes pas allé à l'école. Hein? Oui. Vous n'êtes pas allé à l'école, vous avez plutôt fait l'école coranique. Oui. Et donc, j'ai rêvé d'apprendre à lire et écrire. Ma rivale, elle avait son fils, quand je suis arrivée en France, et, mon mari, il avait un enfant, mon ex-mari, il avait un enfant de 2 ans, 2 ans et demi, qui partait à la maternelle. Et, il ne savait pas lire ni écrire. Et quand je suis arrivée, 1 an après, il savait lire et écrire. Donc, je me suis dit, c'est pas compliqué. Alors, comme je rêve d'apprendre à lire et écrire, je vais apprendre avec lui. Et quand il ramenait ses devoirs, je me cachais, j'apprenais avec lui. Ainsi de suite. J'ai pris goût et je suis partie dans un centre de formation me renseigner. Ils m'ont dit oui, que c'est possible et que je peux même être rémunérée. Donc ça m'a encore donné le courage. Ah, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que vous allez vous inscrire dans un centre de formation pour apprendre à lire et vous êtes rémunérée pour cela. Oui. Et donc ça m'a donné encore l'envie, même si ce n'était pas rémunéré, franchement, je voulais le faire et j'allais le faire. Et donc je suis partie à l'insu de Bistouafa. Je ne lui ai pas dit que j'allais apprendre à lire et écrire et tout. Donc je partais, et, je venais, je faisais mes devoirs en cachette. Et le jour où il a appris, c'est là qu'il m'a battu. Il m'a dit non, que je ne suis pas venue en France pour apprendre à lire et écrire. Il vous a battu? Oui, il m'a frappé. Parce que tout simplement, vous appreniez à lire et à écrire. Parce que j'allais sortir dans l'ignorance que j'étais, donc ça ne l'arrangeait pas. Et c'est là qu'il s'est mis à me frapper. Donc, et comme je suis un peu têtue, je continue à le faire. Et il a décidé, sa marchandise ne lui convenait plus. Donc il fallait venir. Quand vous dites encore, sa marchandise, vous parlez de vous? De moi, oui. Il fallait venir encore en Afrique et venir prendre une autre. Il est venu, il a pris une autre femme. Et en entendant qu'elle est partie, il fallait que moi je libère la place. Et il est retourné, il m'a dit, maintenant il faut que tu quittes la maison. J'ai dit non, c'est toi qui m'as emmené. Et pourquoi je dois quitter la maison? Je suis restée. D'abord, il a ramassé tous mes vêtements, il a versé dans le couloir, à la rentrée de l'appartement. Et c'est resté dans le couloir pendant 2 semaines et je ne voulais pas ramasser. J'ai dit non, ils veulent le ramasser puisque c'est lui qui a versé. Et au final, il n'a pas ramassé. Et quand je voulais m'habiller, j'ai ramassé. J'en avais pas beaucoup de vêtements. Et j'allais ramasser pour m'habiller. Et après, ça traînait dans le couloir. Donc ma coépouse, elle m'a dit, je pense que tu devrais ramasser tes vêtements parce qu'il va pas le faire à ta place. Et au final, j'ai ramassé. Mais après, il a préparé un autre coup encore. Il n'y avait personne à la maison. Il m'a dit, je t'ai dit de partir, il faut que tu pars maintenant. J'ai dit non, je n'ai pas envie de partir. En ce moment-là, est-ce qu'il avait déjà ramené la fille dont vous Il fallait que je libère la place. Il fallait d'abord que vous libériez la place, oui. J'ai dit non, je ne vais pas partir.
Et que je ne voulais pas divorcer, mais je ne lui ai pas dit non, je ne vais pas divorcer pour encore me rabaisser. Vous étiez légalement mariée? Non. Non. Mariée coutumièrement. Oui. Et après, il me dit, bah, tu vas partir aujourd'hui. J'ai dit non, je n'irai pas. Et c'est de là, il a commencé à me frapper. Je suis partie dans la chambre. J'ai tenté de fermer la porte sur moi. Et il est venu. Il a mis son pied pour caler la porte. Et moi aussi, je poussais la porte. Et comme ça lui a fait mal au pied, c'est là il a pris toute sa force pour pousser la porte. Il m'a rattrapé dans la chambre, il m'a attrapé par la gorge. Et je me suis évanouie. Enfin, j'allais m'évanouir. Je sentais que je partais. Et c'est de là il m'a lâché. Il dit, j'arrive. Je vais aller prendre. Tu verras quand je vais retourner ce qui va t'arriver. Et c'est de là, bah, je crois que même si on veut mourir, quand on entend ces genres de choses, on se manifeste. Et là, je me suis débrouillée à me lever. Le temps de prendre la clé, il avait fermé la porte à clé. Le temps d'ouvrir la porte, il a entendu les clés qui faisaient du bruit. Il est revenu encore. Et c'est là qu'il a pris un fil électrique, la tête du fil. Moi, je descendais les escaliers et il a lancé le fil. C'est venu comme si... il était vraiment déterminé à en découdre avec vous. Comme si y a un cow-boy qui voulait attraper son cheval. Voilà. Et c'est venu... et il y avait du sang partout sur moi. Quand je suis arrivée en bas de l'immeuble, j'ai appelé les secours. Ils sont venus me chercher. Et celle qui partageait ma chambre... je n'arrivais plus à parler. On m'a posé plusieurs questions. L'assistance sociale de l'hôpital. Vous parlez de quelle chambre? De l'hôpital. D'accord. Celle qui partageait ma chambre. Il y avait 2 lits. Et, elle me Donc dit, vous avez été conduite en fait à l'hôpital, c'est ça? À l'hôpital, oui. Me dire, d'accord. C'est après qu'elle m'a posé la question. Je dis non, c'est mon mari qui m'a frappé. Elle dit non, je pensais que vous avez fait un accident. J'ai dit non, c'est mon mari. Et c'est de là que je ne suis plus retournée. Sinon, j'allais rester dedans. J'ai entendu des témoignages qui disaient oui, on peut divorcer. Ben, ce n'était pas mon rêve de divorcer. Même, je connaissais mes droits quand même. Ce n'est pas parce que je ne suis pas partie à l'école. J'emmenais mes enfants à la PMI. Et à la PMI, on nous pose des questions. Si vous avez, si on vous maltraite à la maison, ben, je disais le contraire. Je ne voulais pas lui créer des problèmes. Et oui. Voilà. Franchement, déjà, je perds les mots. Voyons tout ce que vous avez subi. Mais c'était quoi votre force? Parce qu'à vous entendre, bon, s'il n'y avait pas eu cet incident, vous seriez encore dans ce foyer, sachant qu'il ne vous aimait pas, il vous battait. C'était quoi la force qui vous permettait de résister? Mais parce que quand on croit à quelque chose, on arrive à se faire une idée. Je me disais qu'il allait changer. Et comme il était plus âgé que moi, je me suis dit, ben, un jour il sera sage, il ne va plus me frapper. Et jusqu'à ce qu'il me met à la porte. Et c'est de là-bas maintenant, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. De l'hôpital, on m'a donné un bon d'un hôtel. Je me suis retrouvée dans un hôtel. J'ai fait 4 jours à l'hôtel. Je n'ai jamais mis mon pied dehors. Parce que pour moi, c'était un demi-dieu. Je croyais que où j'allais, il allait me retrouver. Donc, je ne sortais plus de la chambre. Parce que vous étiez traumatisée. Je me disais qu'il allait me retrouver et me frapper encore plus. 4e jour maintenant, il fallait libérer la chambre. Et je suis partie voir une assistante sociale. C'est elle qui m'a mis dans un foyer pour les femmes, non, les jeunes travailleurs. De là-bas maintenant, j'allais voir mes enfants régulièrement. Mais lui n'était pas là. Quand il était au travail, je connaissais ses horaires. De son absence pour aller voir les les enfants. Pour aller voir les enfants. On rappelle que vous aviez 2 enfants, un garçon et une fille. Et peut-être qu'il pensait que j'allais revenir, sinon il allait me prendre la clé. Allez-y. Allez-y. Jusqu'à ce que du foyer jeune travailleur, je n'avais pas le droit d'avoir mes enfants avec moi. C'était une chambre. Et quand on m'a logé encore, on m'a relogé encore dans un foyer des femmes battues. Là, je pouvais avoir mes enfants avec moi. Et c'est de là que j'ai kidnappé mes enfants et les emmené avec moi. Et quand je suis partie, arrivée au foyer, je l'ai appelé. J'ai dit, il faisait tard, peut-être 20 heures comme ça. J'ai dit, j'ai les enfants avec moi, ne t'inquiète pas. Ils sont avec moi. Il m'a dit, ben, tu les ramènes quand? J'ai dit, non, je ne les ramène plus. Il a tellement crié, je me suis retournée pour regarder s'il n'était pas derrière. Tellement vous aviez l'impression qu'il était à côté.
C'est vraiment triste. Et finalement, puisque vous n'aviez pas encore la garde des enfants, vous les avez ramenés? Oui, je les ai ramenés. Pour les ramener, il fallait qu'ils partent à l'école. Donc, je suis partie voir la directrice de l'école. Je dis, j'ai un rendez-vous avec les enfants quelque part. Je suis la tante. Puisque les enfants m'appelaient tanti. Et ça aussi, je compte, je vais revenir là-dessus. Je rêvais de mes enfants qui allaient m'appeler maman. Ce nom, je donnerais tout pour avoir ce nom-là. Et mes enfants m'appelaient, ma fille, elle m'appelait tanti. Je ne supportais pas ça du tout. Et pourquoi ils vous appelaient comme ça, vos enfants? Par rapport aux autres enfants qui m'appelaient tanti. Est-ce que je veux dire, la différence d'âge entre les enfants de Mustapha et vous, et votre âge, c'était pas grand? Hein? Non, non, c'est pas ça, mais... Donc, ils ne vous appelaient pas maman? Oui, automatiquement, c'est tanti, puisque je n'étais pas les maman. C'est ça. Et donc, mais ma fille aussi, elle répétait la même chose. Je ne supportais pas ça. Est-ce que vous avez essayé d'expliquer à votre fille que vous étiez sa mère? Pardon? Vous avez essayé d'expliquer à votre fille que vous étiez sa mère? Elle le savait. Vous appelait tata? Non, elle savait, mais par rapport aux autres enfants, elle m'appelait tanti. Tata. Les enfants, ils reproduisent ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Et parfois, je la frappais, je dis non, je ne suis pas ta tante, je suis ta mère. Mais elle disait toujours tanti. Et après, vous allez finir par obtenir la garde des enfants? Oui. Après, si je n'avais pas la garde, lui aussi, il pouvait avoir le droit de les prendre aussi. Donc, je suis allée voir des avocats. J'ai pris un avocat pour avoir la garde de mes enfants. Et au tribunal, je me sentais vraiment mal d'être avec un homme qui m'a emmené en France. Devant lui, c'est comme si je me révoltais contre lui. Non, mais lui, moi, je suis... Oui, c'est lui plutôt... C'est plutôt lui qui devait avoir quand même des remords. Avec tout ce qu'il vous a fait, je veux dire, même s'il vous envoyait au paradis, qu'il vous y maltraitait, franchement... Et puis on a l'impression que vous l'aimiez, parce que là où la porte, au moment où les habits étaient dans le couloir, vous avez coincé la porte sur son pied. Si tout ce que vous faites, il faut le faire du sérieux. Si vous avez bien poussé la porte, que le pied était cassé, il n'allait pas revenir faire un combo, il a promis qu'il l'a sur votre tête. Il n'est pas maigre comme vous. Hein. Il est Alors, ça j'adore. Et elle garde tout de même son sens de l'humour. Je prends mes documents, non, mes dossiers. docteur Philo. Moi, mec, c'est bon. Non, mais c'est pas méchant, c'est pas méchant. C'est juste une façon de dire que vous êtes un gars costaud. Vous trouvez d'autres synonymes. Mec. Oui, Méliane. Justement, moi, ce que j'aimerais savoir, puisqu'il voulait vous renvoyer pour amener une autre, celle qui l'a ramenée, elle subissait les mêmes choses que vous? Non, au final, elle n'est pas partie. C'est une autre qui est partie. Elle n'aime pas rester aussi. Donc là... Et cela témoigne aussi de l'amour que vous lui portiez, parce que vous avez quand même les informations sur lui. Son foyer. Non, mais on est toujours dans le même milieu, donc on se voit, oui. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est-à-dire que pendant que vous viviez avec lui, vous avez la possibilité de venir à un moment à Daloa, rencontrer votre maman. Et avec tout ce que vous vivez, vous ne profitez pas pour vous échapper, vous retournez quand même. Mes enfants, ils étaient là et je suis venue qu'une fois, puisque mon argent n'était pas à moi. J'ai refusé de lui donner mon salaire d'un mois et c'est de là que je suis venue. Même je n'avais pas de vêtements, c'est ma soeur Sarah qui m'a donné des vêtements que je m'habillais avec. Votre soeur, elle savait? Non, elle ne savait pas. Et même sa mère ne savait rien. C'est-à-dire qu'elle a protégé le monsieur à tous les niveaux, quoi. C'est une femme de cœur. Franchement. Alors, les enfants, finalement, restent avec vous et malheureusement, il va se passer quelque chose de très, très horrible. Oui. Du foyer des femmes battues, de là-bas, j'ai été logée. Et c'est de là-bas maintenant que mon fils a eu un accident. Et j'avais tellement peur, mon fils s'est retrouvé... Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les circonstances de cet accident? Ça sera compliqué. On va essayer quand même. On va essayer. Il avait quel âge? Il avait 4 ans. Il avait 4 ans. Et on allait pour prendre le train et il a eu un accident et quand il s'est retrouvé sur le lieu de l'accident, tout ce qui sortait dans ma bouche, je disais son père va me tuer, il va me tuer parce que mon enfant il n'était plus conscient.
Il a perdu connaissance. Parce que vous sortiez, je crois que vous alliez rendre visite, c'est ce que vous expliquez dans le oui, livre. Ma copine Chata, j'avais rendez-vous avec elle. Au niveau du tourniquet, je crois qu'il y avait un problème, le tourniquet était défaillant. Donc il est resté coincé entre les deux barres. Et le temps que les ambulances ils arrivent, il a perdu connaissance. Non, je ne vais pas pleurer. Oui, vous êtes courageuse. Donc c'est comme ça qu'on l'envoie à l'hôpital, mais vous gardez quand même espoir. Oui. Et je ne dormais plus, mais je faisais que des cauchemars, que son père allait me tuer dans mon cauchemar. Mais qu'est-ce qui paraissait le plus grave pour vous, que votre enfant meure ou la réaction de son papa quand il aurait appris? Les deux, c'était dur pour moi. Tout était mélangé. Mon fils, je voyais mon fils couché à l'hôpital qui ne bougeait pas, mais je ne pouvais pas dire à son père. Je ne sais pas s'il allait me consoler ou dire « Ah, c'est ta faute, je vais régler mon compte ». Plus que chez lui, puis oui ou non, il me battait. Mais là, c'est son enfant qui était couché à l'hôpital. Donc, je me suis dit qu'il allait me... Là, il allait vous assassiner avec tout ce que vous avez vécu. Et les médecins m'ont dit d'appeler le papa pour lui dire. Je les ai dit non, je ne peux pas appeler. Sans donner des raisons, j'ai dit non, je n'appelle pas, on s'est séparés et c'est tout. Et c'est là, ils se sont renseignés. Dans la nuit, ils ont trouvé le numéro et ils ont appelé le papa. Et il m'a dit pourquoi tu ne m'as pas dit. J'ai dit ben, si je te disais, tu allais me faire. J'avais peur que tu me faisais la même chose que ton fils. Et c'est une semaine après, mon fils il est décédé. Voilà. Et ça a été un autre coup dur. Un autre coup dur pour vous. À cet instant-là, on a l'impression que le ciel nous tombe là-dessus. J'ai marché sans attendre mes pas. Depuis ce jour-là, il y a une partie qui est partie. Il y a une partie de moi qui ne vit plus en moi. Mais je me suis dit, c'est la vie continue. Et je vais vivre aussi pour mon fils. C'est ce que vous écrivez donc dans le livre « Vivre rien que ça ». Est-ce que ce départ brusque et brutal vous a aidé à écrire cette œuvre? Le déclic est-il parti de là? Non, c'est 20 ans après. 20 ans après? 20 ans, parce que malgré que j'avais mal, je venais de perdre mon enfant, mais je me battais toujours. Vous vous accrochiez quand même à la vie? Oui, par rapport à ma fille. Je ne voulais pas lui montrer que j'avais mal. Et je ne sais pas comment je vais dire ça. Je me suis forcée à oublier, mais tout était enfui en moi. Et c'est 20 ans après, à mon travail, il y a une dame... Merci. 20 ans après, à mon travail, on venait de manger, ma collègue, enfin la gouvernante de l'époque, on venait de manger, elle a mangé une pizza, nous tous on ramenait notre plat. Elle a mangé, après elle me dit, je ne me sens pas bien. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Je pensais qu'elle avait avalé des travers, parce qu'elle respirait mal. On était dans une chambre, on n'était plus dans le réfectoire. Et c'est de là-bas maintenant, ça s'est empiré. Et je l'ai aidée comme je pouvais. Arrivé un moment, elle avait une fille unique. Et elle aimait tellement sa fille, je voyais que ça n'allait pas. Je l'avais allongée sur le lit et je lui dis, ta fille, elle est là. Et la dame, elle a commencé à regarder, elle croyait que c'était vrai. Bon, je disais ça pour qu'elle se réveille, comme elle avait l'amour pour sa mère, mais pour sa fille. Et après, ça n'allait pas du tout, elle a perdu. Elle est partie. C'était fini. Et, quand même, les secours sont venus la chercher, ils l'ont ramenée à l'hôpital. Et le lendemain, moi, je ne suis pas venue. Plus que j'étais tellement choquée, je suis restée chez moi. C'est de là que je me suis dit, mais j'ai quel problème? Je n'arrive pas à sauver mon fils, ni la dame qui meurt à mon travail. Vous vous en vouliez alors? Je m'en voulais. Pourtant, ce n'était pas votre faute. Ce n'était pas ma faute, mais c'est ce que je me disais. C'est un peu, je veux dire, c'est un peu dans vos habitudes. Vous avez certainement une âme généreuse, donc vous voulez toujours porter les fautes des uns et des autres. Vous vous culpabilisez pour les erreurs des autres. Et de là maintenant, mon médecin a décidé que j'aille voir un psychologue pour m'aider psychologiquement. Et quand je partais, en tant qu'Africaine, je suis restée toujours africaine, malgré que j'ai mis du temps en France. Et
ça me faisait rien du tout. Je trouvais ça bizarre, aller raconter ton histoire à quelqu'un et après payer la personne. Donc au final, j'ai dit non, ça c'est pas la solution à mon problème. Et je me couchais pour ne plus me réveiller. Je sentais que je partais. Donc un jour, je me suis réveillée, à peine, je tenais même pas debout. Je me suis réveillée, je suis venue au salon et il y avait un stylo sur la table basse. Et je prends le stylo, il y avait une feuille. Même la télé, quand je regardais, j'avais mal à la tête, je ne supportais personne. Je mettais mon téléphone sur mode avion pour ne pas recevoir des appels. Et je mets sur une feuille Sandia. Et après, je me dis, mais il faut que j'ajoute autre chose. Et après, je m'appelle Sandia Fofana. Et c'est de là Et c'est comme ça que vous avez commencé à écrire. Oui, et ça m'a fait du bien. Et j'ai arrêté d'aller voir le psychologue. Et donc, ça devient en fait comme une sorte de thérapie pour vous. Déjà, vous êtes une femme à féliciter. Je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, comme on l'avait si bien dit, vous avez fait l'école coranique Madrasa, c'est comme ça qu'on dit. Et après, vous vous cachez pour apprendre à lire et à écrire. Et votre volonté vous pousse donc à aller dans un foyer pour mieux apprendre à lire et à écrire. Et voici la résultante de vos efforts. Votre histoire il y a beaucoup de témoignages est aujourd'hui écrite dans ce livre. C'est vraiment émouvant. Cela prouve que vous êtes une femme battante. Vivre rien que ça. Et nous pensons que vous avez beaucoup de courage. Merci infiniment. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous laisser partir sans savoir ce que vous vivez aujourd'hui. Vous avez certainement refait votre vie. Oui, j'ai refait ma vie. Ça fait 19 ans que je suis avec la personne. Ça va, Dieu merci. Ça va. Dites-nous tout. Il n'est pas violent. Il ne vous bat pas. Non, non. Non, on ne souhaite pas. Jamais dit jamais. Mais est-ce qu'il était informé quand même de ce que vous avez vécu dans votre passé? Non, je ne lui ai jamais dit. Au départ, hein, non, il ne savait pas. Et ça a été quoi sa réaction? Il savait que j'étais divorcée, mais je lui ai pas. Comment est-ce qu'il a réagi quand il a su tout ce que vous avez vécu? Déjà, quand mon collègue est décédé, il n'était pas là. Il était en Afrique ici. Il avait 4 mois. Et, je lui ai simplement dit qu'il connaissait la dame. J'ai dit, ah, telle personne, Natacha est décédée. Dans le livre, elle s'appelle Natacha. J'ai dit, Natacha est décédée. Il m'a dit, ah, ben, il ne savait pas que j'avais mal. Même mes enfants, je ne pouvais pas les dire. Une dame qui n'est même pas de ma famille et que j'avais autant mal pour elle. Je n'ai pas dit à mon mari. Mais c'est quand il est arrivé de ses vacances, c'était toujours en manuscrit. Et quand il a lu le manuscrit? Non, je ne lui ai rien dit. Il n'a pas lu le manuscrit. C'est quand le livre est sorti, je lui ai donné le livre. J'ai lu le livre est sorti. Et quand il feuilletait le livre, il t'est arrivé tout ça? Il t'est arrivé tout ça? Pas de plus normal. Ah! Et on sent quand même la complicité hein, entre vous. Et je veux dire, toutes vos douleurs sont en train d'être pensées par M. Fofana, c'est comme ça qu'il s'appelle. On lui dit merci. Merci donc pour l'amour qu'il vous porte aujourd'hui, n'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que vous avez, je ne sais pas s'il faut poser encore la question, pourquoi vous avez décidé de rompre définitivement le silence? Puisque vous avez protégé le monsieur pendant des années, et aujourd'hui, vous décidez de rompre le silence. Oui, quand j'ai fini d'écrire, c'était toujours en manuscrit et j'ai montré à des personnes proches de moi. J'ai vu dans les regards qu'ils étaient vraiment émus, que c'est vraiment intéressant. Et c'est de là, j'ai commencé à rêver, je me suis dit, peut-être que ça peut aider d'autres femmes. Oui. Qui sont dans l'ignorance comme moi. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'aspects que vous évoquez. Il y a beaucoup de sujets, dans le livre. Hein. La perte d'un enfant, un enfant malade, et la maltraitance d'un enfant. J'ai travaillé aussi, je tiens à signaler, quand j'étais petite, j'ai travaillé pour une cousine, une grande cousine qui ne me donnait pas de salaire. Et qui vous exploitait aussi. Voilà, donc ça parle de tout ça. C'est pour dénoncer tout ce qui ne se dit pas dans le milieu. Merci infiniment, Sandia Fofana. Vivre rien que ça, il est disponible dans les librairies. Ici à Abidjan. Disponible? Pour le moment, non. Pour le moment, non. Mais bientôt, merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Sandia Fofana, je rappelle qu'elle est gouvernante
dans un hôtel 3 étoiles à Paris. Elle nous raconte son histoire à travers cette œuvre. Merci beaucoup et beaucoup de courage encore à vous. Merci d'avoir rompu le silence. Merci, grâce à vous. On pense bien qu'on aura peut-être aidé des femmes qui sont dans votre situation ou qui ont vécu ce que vous avez vécu ou qui vivent ce que vous avez vécu par le passé. Et il y a des ONG, il y a des ministères, le ministère des Affaires sociales, il faut pouvoir les saisir. Lorsque vous êtes dans ce genre de situation, vous n'êtes pas obligé de les subir. Quand on se marie, ce n'est pas pour être esclave, c'est plutôt pour être heureux. Merci beaucoup. C'est donc la fin de cette première partie. Dans la deuxième partie, nous recevrons des invités surprises. Nous allons marquer donc une pause au niveau de la pub et on se retrouve pour la suite de cette émission. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va fondre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi, je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. En plein dans le mille, après donc cette histoire triste, nous allons aborder la deuxième partie de l'émission et commencer tout de suite avec une chronique. Aha, 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 aha. Nous avons le privilège de recevoir la diva de la musique mandingue, Aïcha Koné. Aïcha Koné est avec nous sur le plateau de ce midi. Bienvenue. Je peux avoir le micro, s'il vous plaît. Aïcha Koné est avec nous et je n'entends pas des applaudissements pour lui. C'est notre maman à tous. Alors, la diva est avec nous. C'est un bonheur, c'est un honneur pour nous. Alors, on voudrait savoir qu'est-ce qui nous vaut l'honneur et le privilège de votre présence sur le plateau de ces midis. Disons que je suis de passage. Ah, d'accord. Et j'avais été reçue par la commune d'Adjamé. D'accord. Les artistes d'Adjamé qui tenaient à me rendre un hommage. Et voilà, la fête a eu lieu le 20 de ce mois, juste la veille de mon anniversaire. Ah, voilà. D'accord. Trophée d'honneur décerné à Aïcha Koné, pionnière de la musique à Adjamé. Merci beaucoup à l'Union des artistes de la commune d'Adjamé qui lui ont donc décerné ce trophée. Et voilà, elle est venue nous le présenter. Donc, c'est le trophée de tous les Ivoiriens, c'est votre trophée. Oui, le trophée. Voilà, on a les images dans le fond. Le trophée de la RTI. C'est cela. Parce que c'est là que j'ai commencé. C'est ça. Donc, c'est le trophée des gens d'Adjamé, certes, mais de la Côte d'Ivoire, de tout le monde. De tout le monde. C'est Dame Aïcha qui est derrière, là. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'être passé. Nous sommes contents pour vous. Merci. Et les yeux sont toujours là, n'est-ce pas? Merci beaucoup. La diva, on est content de vous avoir reçu. Et c'est ce qui arrive lorsque le chauffeur de salle n'est pas là, que le public ne sait pas du tout quoi faire. Mais bon. Et voilà. Merci de vous réveiller, les gars de Tiémé-les-Cros. Vous étiez tellement émus. Wow. C'est cela, non? Je l'ai senti dans vos yeux. Et voilà, nous allons donc partir pour la première chronique de cette émission avec Alice Arzena. Alors, mes chers affairés, ce dimanche... C'était la fête des mères. Comme nos artistes ont célébré leur maman, voilà. On a un post qui a quand même bouleversé les réseaux sociaux. C'était le post de Mouasco DJ. Voilà, une photo avec sa maman, qui a quand même reçu beaucoup d'injures. J'ai préféré ne pas poster la photo pour ne pas créer d'autres problèmes.
Vous pouvez me décrire un peu la photo, c'était quoi au juste? C'était moi, ce que j'ai vu, c'est Moisco et sa maman qui était très belle, franchement. Mais où est un jour, là, quelqu'un et sa maman? D'accord. Ce que moi, je tenais à dire, c'est qu'une mère, c'est sacré, déjà. Et ça ne sert à rien de venir déverser votre haine sur la mère d'autrui sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Déjà, c'est blessant. Vous ne vous rendez pas compte au fait du mal que vous faites. Vous ne vous rendez pas compte. Parce que pour vous, c'est juste, je me rends intéressant, je mets 2-3 posts, des gens vont liker, je me rends intéressant sur les réseaux. Et puis après, ça passe. Vous oubliez que ces artistes-là ont des sentiments. Ouais. Imaginez quelqu'un va rapporter ce que vous avez écrit à cette maman qui n'a rien demandé, qui ne sait même pas ce qui se passe dans le coupé-décalé. Comment est-ce qu'elle va se sentir? Il faudrait éviter tout ça, ça ne sert à rien. Essayez d'être un peu heureux pour les gens. Parce que maintenant, c'est difficile pour d'autres personnes d'être heureux pour leur prochain. C'est un peu difficile pour eux. Mais bon, c'est pas sa faute aussi. La pauvre dame n'a rien à voir. Vous pouvez insulter son fils, il n'y a pas de problème. Mais la mère n'a rien à voir. C'est juste une photo qu'il a postée pour souhaiter une bonne fête à sa maman. Est-ce que ça mérite autant d'injures? Je ne pense pas. Et c'est doit être une fierté pour l'artiste parce que lui, au moins, il a le courage de s'afficher à sa maman. Ceux qui insultent comme ça, eux-mêmes, ils ne montrent même pas leur... Mais justement, c'est des gens qui sont frustrés. C'est pour ça qu'ils viennent déverser leur haine. Voilà, c'est pour ça qu'ils demain même, là, je poste ma maman et moi, insulter. Ça fait rien. Insultez-moi. Demain même, faites-moi. En tout cas, on embrasse la maman de Moisco et c'est une très belle femme. Il ne faudrait pas s'attarder sur les commentaires des réseaux sociaux parce que ça ne sert à rien. On part avec Cristiano Ronaldo qui a posté une photo qui laisse croire qu'il est quand même futur papa. Je ne sais pas si vous voyez sur la photo. On se rend compte que la dame, elle est enceinte. Hein. C'est la nouvelle copine de Cristiano Ronaldo qui est mannequin, voilà, brésilienne. Donc, en tout cas, si c'est le cas, je précise que Cristiano Ronaldo a déjà un petit garçon. Donc... on serait très heureux de recevoir un petit bébé de Real Madrid, du Real Madrid. Pourquoi pas? Ouais, on espère. Karim Benzema vient d'avoir un petit garçon avec sa compagne Cora Gauthier, mannequin originaire de la Martinique. On leur souhaite beaucoup de bonheur aussi. On part avec Scott Disick, l'ex-mari, je ne sais pas si je devrais dire l'ex-mari, mais bon, Scott Disick aussi qui était à Cannes, voilà, avec sa copine. Je précise que sa femme est à Cannes aussi avec son amant de 23 ans. Lui aussi, il est à Cannes avec sa copine, voilà, de moins de 25 ans. Voilà, tout baigne à Cannes. Ça, c'est un beau frère. Et ce qui me fait rire, c'est qu'ils vont se retrouver juste après. Hein. Ça, c'est leur comportement. Ils étaient tous à Cannes. Oui, ils étaient tous à Cannes. Au festival. Voilà. Mais là, tu vas te rendre compte que quand ils vont repartir aux États-Unis, ils vont se remettre en couple. C'est un peu bizarre, cette relation. On termine avec Demdem, la femme de Maître Gims, qui a été honoré par son homme, qui l'honore toujours d'ailleurs. Ça, c'est le château de Maître Gims au Maroc. Et il a mis Dardemdem. Dardemdem qui signifie la terre de Demdem. N'est-ce pas que c'est beau d'attendre? Elle a patienté, voilà, aujourd'hui, elle est honorée en tout cas. Plein de bisous à Maître Gims et à Demdem. Caroline, c'était tout pour vous. Merci infiniment Alissar Zena. Merci pour cette chronique et pour les affairages, les potins. Et oui, nous allons recevoir à présent une dame. Elle est directrice générale d'une entreprise spécialisée dans la formation des nounous éducatrices. Eh bien, elle a eu une idée géniale qu'elle vient partager avec nous. Elle, c'est Liadé Cécile Sawa, que je vous demande d'honorer de par vos applaudissements. Eh oui. Liadé Cécile, bonjour. On attend qu'elle s'installe. Bienvenue sur notre plateau. Merci, Caro. Tout va bien, j'espère? Oui, ça va, merci. Ah, d'accord. Alors, les sacs poubelles pour véhicules, pour lutter contre l'insalubrité. Oui. On vous écoute. Merci, Caro. D'où est venue donc cette idée? Il fallait vraiment inventer ces sacs. Il fallait les créer. Parce que vu l'insalubrité en bordure des voies, vraiment, ça fait mal. C'est cela. Il y a une chanson zouglou qui dit « Abidjan est le plus doux au monde ». Notre rêve, c'est de voir qu'Abidjan est la ville la plus propre au monde. Oui. Et donc... ça va venir. Et donc, en ce moment où nous parlons de lutte contre l'insalubrité en bordure des voies, il y a le ministère aussi qui fait le grand ménage. Donc, aux côtés du ministère, nous voulons vraiment sensibiliser la population, dire aux Ivoiriens que désormais, ils ont un compagnon de route qui est le sac poubelle de véhicule. Voilà. Nous ne voulons plus que les... Parce que ça fait mal au cœur de voir des gens dans de belles voitures et jeter les papiers mouchoirs. Et quand vous achetez des paquets de papier mouchoir, pensez à acheter un sac
pour pouvoir vraiment collecter vos ordures des véhicules afin de les déverser dans les services de lavage auto après. En tout cas, c'est vraiment notre mission. Parce que les ordures qu'on voit en bordure des routes là, ne sont pas celles des ménages. Ce n'est pas des pots de bananes ou des pots de manioc que nous voyons. Ce sont des ordures que nous utilisons après. Donc, et mine de rien, merci. Donc, il faut dire que jeter les ordures à partir de son véhicule, maintenant, il y a des amendes à payer. Ah, voilà, ça tombe bien. Donc, ces ordures-là, mine de rien, il y a 80% de ces ordures qui vont échouer dans la lagune ou la mer. Alors qu'on sait qu'on ne peut pas nettoyer la lagune comme on nettoie la piscine à la maison. Et ces ordures, après, vont salir nos plages et nous sommes encore obligés de les collecter. Vraiment, pour sensibiliser, pour faciliter la collecte des ordures, il faut que ce comportement vraiment responsable et éco-citoyen entre dans les mœurs. Désormais, à Abidjan, il y a des sacs poubelles de véhicules que chacun pense à s'en procurer. Ce sont des sacs personnalisables, ce sont des sacs réutilisables et c'est lavable. Donc, tout le monde peut chercher à avoir des sacs poubelles et nous allons les adapter aux structures de transport en commun, aux structures de transport lagunaire pour que vraiment nos plans d'eau soient propres et que nos rues soient désormais propres. Voilà, merci infiniment. Merci beaucoup. Et j'ai bien vu le sac personnalisé. C'est midi Caro, c'est midi Philo. Et ça, là, c'est joli, ça ne donne pas courage de mettre Nyamanyama dedans aussi. Merci beaucoup. Merci infiniment. Vous êtes très, très gentil. Ah, ça, c'est pour Joseph Fondou. D'accord, merci. Merci beaucoup, Madame Liadé Cécile Sawa. Et on est à la phase de sensibilisation. Donc, bientôt, chacun pourrait donc avoir son sac ou ses sacs poubelles pour il y en a de plus grands pour toute la famille. Et quand vous parcourez de longues distances, souvent on achète des provisions sur la route qu'on va en mission. Il y en a de plus grands qu'on peut vraiment mettre dans les voitures. C'est vraiment trop vilain que de jeter des ordures par la fenêtre. C'est pas du tout glamour, pas du tout. Merci, merci infiniment pour cette belle initiative. Et voilà, c'est donc la fin. On était donc avec Madame Liadé Cécile Sawa, directrice générale d'une entreprise spécialisée dans la formation de nounous éducatrices. Avec elle, on a parlé des sacs poubelles pour véhicules pour lutter contre l'insalubrité. Abidjan est le plus doux au monde. Abidjan sera bientôt le plus propre au monde, n'est-ce pas? On retrouvera Méliane Akuni juste après. Vous parlez tout à l'heure de responsabilité vestimentaire. Je veux juste qu'on regarde cet élément. Bon, excusez-moi, vous avez vu l'attitude de cette dame. Quand tu quittais ta maison, tu ne savais pas que c'était cool. Non, moi c'est une question. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien de faire semblant devant les gens maintenant, donner l'impression que tu veux arranger. Quand tu quittais ta chambre jusqu'au portail de ta maison, là, tu n'as pas vu que ta tenue était courte. On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Soit tu augmentes les dimensions du tissu pour avoir une tenue convenable, ou tu assumes ta tenue. Surtout qu'on est dans un mois spécial, n'est-ce pas, docteur Philo? On est dans un mois où on parle ça gâte carême de l'homme. Franchement, tu quittes ta maison, tu as vu la longueur de la tenue, tu as accepté de porter et c'est en public maintenant, tu fais comme si tu as honte. Pourquoi? Il faut assumer. Et cette demoiselle, on a l'impression qu'elle prend plaisir, mais la démarche qui va avec, on sait qu'elle-même elle est à l'aise. Mais justement, il suffit qu'elle voit des gens nets et puis on commence à tirer. Non, vraiment, je veux citer les jeunes filles. Vous allez profiter, docteur Philo, pour régler vos comptes. Jeunes demoiselles, je veux vous inviter à porter des tenues décentes. Si vous ne pouvez pas porter des tenues décentes, assumez-les. Mais ne faites pas semblant pour dire que c'est trop cool. Mais vous, quand on parlait de tenues décentes... Merci beaucoup, Méliane. N'oublions pas qu'avec nous, dans ce studio, nous avons le collège Ave Maria de Thiémé-Lécro. Le collège Ave Maria de Thiémé-Lécro qui a effectué le déplacement. Ils sont arrivés ce matin. Nous avons aussi l'association des femmes dynamiques de Brégo. Merci beaucoup.
Et le fan club, c'est midi. Le fan club, c'est midi de l'autre côté. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Tiemé Lécro, on vous remercie. Hein. On vous fait de gros bisous. Merci pour ces kilomètres parcourus pour venir assister à ces midis. Et voilà, quel que soit l'endroit où vous êtes, si vous avez envie de participer à cette émission, n'hésitez pas. Merci et à demain. Au revoir. Merci.